Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons des histoires de personnes ayant fait face à des serpents mortels. D'un bénévole dans un zoo au Texas, mordu lors d'un spectacle de serpents à sonnette, à un randonneur en Inde dont la tente est devenue un piège pour un prédateur. Mais d'abord, dans une plantation de palmiers isolés, une journée de travail ordinaire devait se terminer par le fait qu'il soit dévoré vivant. C'était le 21 juillet 2016, dans une plantation de palmiers près de Palangkaraya, en Indonésie. Le matin était calme et humide. L'air était lourd car il avait plu la nuit précédente. Quelque chose de terrible allait se produire le soir, ce qui choqua tous ceux qui y travaillaient. Reggie Peters avait 32 ans et venait du Royaume-Uni. Il travaillait comme conseiller agricole et aidait à améliorer les systèmes d'irrigation pour la culture des palmiers. Les gens le connaissaient comme un homme tranquille, bon dans son travail. Il aimait se promener seul dans la ferme et noter des problèmes dans un petit carnet. Reggie travaillait en Indonésie depuis 4 mois. Pendant cette période, il a pris des centaines de photos d'insectes, d'oiseaux et d'animaux. Il aimait apprendre tout sur les différentes créatures qui vivaient à la ferme. Les travailleurs ont remarqué que Reggie ne chassait ni les serpents ni les lézards. Au lieu de cela, il s'agenouillait pour les observer attentivement. Ce jour-là, Reggie est sorti pour faire son travail habituel. La saison des pluies approchait, alors il devait vérifier les canaux d'eau. Si ces canaux se bouchaient, les champs pouvaient être inondés. Ce matin-là, il a pris son carnet, un mètre ruban et son téléphone pour prendre des notes. Vers midi, 2 ouvriers nommés Amir et Lutfi ont vu Reggie près d'un fossé boueux. Il s'est agenouillé et a écrit dans son carnet. Il plaisantait avec lui au sujet des énormes serpents dont les habitants disaient qu'ils se trouvaient près des canaux d'eau. Reggie a ri et a dit qu'il aimerait bien voir l'un de ces grands serpents de près. Plus tard, les travailleurs ont rapporté qu'ils ne semblaient pas du tout préoccupés par leurs avertissements. Ils considéraient apparemment leurs préoccupations comme de vieilles histoires qui n'étaient pas vraies. La plantation de palmiers était immense et s'étendait sur plusieurs kilomètres. Des rangées de palmiers étaient séparées par de petits canaux d'eau. Le sol était mou et boueux à cause de la pluie des derniers jours, rendant certaines zones très glissantes. De petites libellules virevoltaient au-dessus de l'eau et des moustiques remplissaient l'air. Les seuls bruits étaient les cris lointains des tronçonneuses et le coassement profond des grenouilles dans les fossés. La chaleur rendait tout silencieux et lourd. De grands serpents, appelés pythons réticulés, vivent dans cette région. Ils font partie des plus grands serpents du monde. Ils peuvent mesurer plus de 6 mètres de long et peser plus de 90 kg. Ces serpents chassent en se cachant près de l'eau, attendant des animaux comme les cochons ou les chiens qui viennent s'approcher. Parfois, ils attaquent même les gens, bien que cela n'arrive pas très souvent. Dans cette partie de l'Indonésie, les serpents se sont rapprochés des endroits où les gens travaillent parce que leurs habitats naturels ont été détruits. Les habitants savaient qu'il fallait éviter ces serpents et certains portaient de longs couteaux pour se protéger lorsqu'ils travaillaient près de l'eau. Tard dans l'après-midi, Reggie n'était toujours pas revenu au camp. Amir commençait à s'inquiéter et se rendit à l'endroit où il avait vu Reggie pour la dernière fois. La plantation était presque totalement silencieuse, hormis le bourdonnement constant des insectes. Puis Amir vit quelque chose qui le figea de peur. L'une des bottes de Reggie était coincée dans la boue près du fossé. À quelques mètres, un énorme python était enroulé. Le milieu du corps du serpent était fortement gonflé, comme s'il avait mangé un très gros animal. Amir restait complètement immobile, puis il a commencé à appeler Lutfi et les autres ouvriers à haute voix. En quelques minutes, 5 hommes se tenaient là, observant le serpent qui se déplaçait lentement vers les buissons. La partie centrale gonflée traînait lourdement sur le sol, laissant une trace profonde dans la boue. Les ouvriers saisirent des bâtons et de longues perches et essayèrent de pousser le serpent à une distance de sécurité. Le python émit un sifflement fort et ouvrit grand sa bouche, montrant ses dents courbées. Il se replia pour se défendre. Le serpent était énorme, environ 4 mètres et demi de long. Aucun des ouvriers n'était assez courageux pour s'en approcher. Le responsable de la ferme est arrivé et a immédiatement appelé la police locale. Pendant qu'ils attendaient, les hommes observaient attentivement le serpent. À un moment donné, le ventre gonflé semblait bouger légèrement, comme si quelque chose s'était déplacé à l'intérieur. Un des ouvriers remarqua une large bosse irrégulière poussant contre la peau du serpent. Une forme trop grande et trop irrégulière pour être un cochon ou un chien. Les hommes reculèrent horrifiés, choqués par ce qu'ils voyaient.
Quand la nuit est rapidement tombée sur la plantation, ils ont apporté des lampes de poche pour continuer à monter la garde. Lorsque la police est arrivée, ils ont décidé de tuer le python. Cela a pris plusieurs minutes et a nécessité de nombreux hommes frappant le serpent avec de longs couteaux et des bâtons jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Les travailleurs sont restés immobiles pendant que la police et les villageois se préparaient à découper le ventre du serpent. Le processus était lent et dérangeant. Lorsque le couteau a tranché les écailles pâles du ventre, la boue et le liquide se sont mélangés sur le sol. À l'intérieur du serpent se trouvait le corps de Reggie, recroquevillé et couvert d'une couche de mucus. Ses vêtements étaient trempés et déchirés. Un des ouvriers a filmé ce qui s'est passé avec son téléphone portable. La vidéo s'est répandue dans les groupes de messagerie locaux la même nuit avant d'être discrètement supprimée. Le carnet de notes de Reggie et son téléphone portable ont été endommagés par l'humidité, mais ont été retrouvés au bord du fossé boueux. Son corps a été placé dans un cercueil scellé et emmené à Palangkaraya avant d'être transféré au Royaume-Uni. La direction de la ferme a discrètement installé de nouveaux panneaux d'avertissement près des fossés, demandant aux travailleurs de ne pas y aller seuls. La semaine suivante, la cabane de Reggie a été vidée et ses affaires ont été renvoyées chez sa famille. L'incident sur la plantation était terminé, mais il a laissé un sentiment de choc parmi les gens. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres en Inde, une autre rencontre dangereuse était déjà en vue. C'était le 15 mars 2014 dans le parc national de Ranthambore au Rajasthan, en Inde. L'air était frais et calme après une journée très chaude. Le camping avait déjà éteint toutes les lumières depuis des heures, si bien que tout était sombre, à part un peu de clair de lune. Dans l'une des tentes en toile, 2 voyageurs dormaient. Ils ne savaient pas qu'un serpent s'était glissé silencieusement sous l'entrée de la tente. Claire Johnson avait 26 ans et venait de Melbourne, en Australie. Elle travaillait comme graphiste, mais avait démissionné pour voyager à travers l'Asie pendant une année entière. Elle avait économisé de l'argent pendant presque 2 ans pour pouvoir se permettre ce voyage. Elle voulait voir autant de choses que possible dans le monde avant de recommencer à travailler à temps plein. Les amis de Claire à la maison la connaissaient comme quelqu'un qui aimait l'aventure, mais était aussi prudente. Elle se renseignait toujours soigneusement sur les endroits où elle séjournait, portait des fournitures de médicales avec elle et tenait un blog détaillé pour que sa famille puisse suivre ses voyages. Visiter le parc national de Ranthambore avait été un grand souhait pour elle. Elle avait toujours rêvé de prendre des photos de tigres sauvages. Ce jour-là, elle avait fait un safari et était émerveillée car elle avait vu une tigresse près d'un point d'eau, même si elle était loin. Elle a passé la nuit dans un éco-camp bon marché à l'extérieur des portes du parc. Elle partageait une tente avec Lara, une étudiante allemande qu'elle avait rencontrée dans le train depuis Jaipur. Le camp était simple mais propre, avec des tentes équipées de fermetures éclairs sur des plateformes en bois surélevé. Claire était très ordonnée quand il s'agissait de garder la tente bien rangée. Chaque soir, elle secouait ses chaussures et s'assurait que l'entrée de la tente était bien fermée. Ce soir-là, il faisait frais pour un mois de mars, alors elle ferma complètement la porte de tente en toile avant d'aller se coucher, ne laissant qu'une petite ouverture pour l'air frais. Le camp était situé près d'une prairie sèche où des acacias épineux et de hautes herbes créaient des zones ombragées. La nuit, les insectes faisaient des bruits de bourdonnement et de cliquetis, et parfois on entendait des paons appeler au loin. Le sol autour des tentes était dur, recouvert de feuilles et de petits cailloux. Ce type d'environnement était parfait pour les petits reptiles qui chassaient pendant les heures fraîches avant le lever du soleil. Les cobras à écailles sont courants au Rajasthan. On les reconnaît par le motif circulaire sur le dos de leur capuche quand ils l'étalent. Ces serpents évitent généralement les humains, mais parfois ils se rapprochent des habitations humaines tôt le matin pour chercher des souris ou des rats, ou pour trouver de la chaleur. Les cobras adultes peuvent atteindre une longueur de 1,80 m et possèdent un venin qui attaque le système nerveux. Ce poison est suffisamment puissant pour tuer une personne en quelques heures si elle ne reçoit pas de traitement médical approprié. Les guides locaux avertissent donc toujours les campeurs de vérifier leur lit et de secouer leurs vêtements avant de se coucher, car les serpents peuvent parfois s'y glisser sans être remarqués. Cette nuit-là, quelque temps après 4 heures du matin, Lara a été réveillée par un léger bruissement au pied de la tente. Elle était encore à moitié endormie quand elle a pris son téléphone et a allumé la lampe de poche. Le faisceau a révélé quelque chose qui l'a figée de peur. Un cobra à lunettes était enroulé à seulement quelques centimètres du sac de couchage de Claire. La tête du serpent était légèrement levée.
Avant que Lara ne puisse faire quoi que ce soit, Claire bougea dans son sommeil et allongea sa jambe. Sa cheville nue a touché le corps du serpent. Le cobra l'a mordu 2 fois très rapidement et a planté ses 2 crocs venimeux dans la peau tendre juste au-dessus du talon. Les morsures sont arrivées si vite que Lara... Peu de gens ont remarqué ce qui s'était passé jusqu'à ce que Claire sursaute soudainement et émette un bruit haletant. Lara cria, réveillant tout le monde dans le camp. Claire s'assit et attrapa sa cheville où l'on pouvait voir 2 petits trous faits par les dents du serpent. Les membres du personnel du camp accoururent à sa tente avec des lampes de poche. Ils purent voir le serpent ramper hors de la tente. La respiration de Claire devint rapide et superficielle, et les personnes qui la voyaient disaient que ses yeux avaient l'air étrange et vitreux. Quand elle essaya de se lever, ses jambes cédèrent, comme si elle ne pouvait plus la porter. D'une voix très basse, elle dit que ses jambes ressemblaient à de la gelée avant de retomber sur son tapis de couchage. Il n'y avait pas d'antidote contre les morsures de serpents dans le camp, alors le personnel mit Claire dans un jeep pour l'emmener à l'hôpital. Lara est montée dans la voiture et a appuyé une écharpe au-dessus des morsures pour essayer de ralentir la propagation du poison dans le corps de Claire. Le trajet jusqu'à l'hôpital le plus proche a duré plus de 40 minutes sur des routes cahotteuses. À mi-chemin de l'hôpital, Claire ne répondait plus lorsqu'on lui parlait. Sa peau est devenue pâle et froide et moite au toucher. Lorsqu'ils ont finalement atteint la petite clinique rurale, le personnel médical leur a annoncé qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour la sauver. Le corps de Claire a été transporté à Jaipur plus tard dans la journée. Ses parents ont été contactés via l'ambassade d'Australie. Ils ont demandé à ce que leur corps soit incinéré selon les coutumes locales. La direction du camp a décidé de ne pas fermer ses portes, mais a engagé un expert local en serpent qui a commencé à donner des conférences hebdomadaires pour les nouveaux invités. Lors de ces conférences, les gens ont appris à bien vérifier leur tente et où laisser la lumière allumée la nuit pour éviter des problèmes avec les serpents. Lara est finalement retournée en Allemagne, mais a ensuite écrit une histoire détaillée sur ce qui s'était passé sur un site de voyage. Son récit mettait en garde les autres routards de toujours vérifier leurs tentes, lits et chaussures lorsqu'ils séjournent dans des endroits où des serpents pourraient être présents. Cet article a été diffusé en silence pendant des années et servait d'avertissement sérieux pour les voyageurs qui pensaient que dormir dans la nature était romantique sans comprendre les dangers réels. Cet incident montre à quel point il est important pour les voyageurs de prendre les mesures de sécurité au sérieux lorsqu'ils se trouvent dans des zones sauvages. Même les voyageurs expérimentés et prudents comme Claire peuvent être confrontés à des dangers inattendus lorsque la faune et les humains partagent le même espace. Cette tragédie rappelle que la bonne préparation et l'attention peuvent sauver des vies lorsque l'on se déplace dans des zones naturelles reculées. Mais parfois, la préparation n'est pas seulement importante pour les voyageurs. Ceux qui vivent et travaillent dans des régions sauvages sont également exposés à des risques chaque jour. Pour eux, la nature n'est pas une destination de voyage, mais une partie de leur quotidien, ce qui rend le danger plus difficile à éviter. L'histoire suivante montre comment une journée de travail tout à fait normale peut se transformer en un instant en une situation mortelle. C'était le 9 septembre 2015, dans un petit verger de citron vert à l'extérieur d'une ville rurale près de Veracruz, Mexique. Jorge Cruz avait 42 ans et avait travaillé toute sa vie dans ce verger de citron vert. Il se levait chaque jour avant l'aube pour vérifier les systèmes d'irrigation, tailler les branches et apprendre à son fils aîné comment reconnaître si les fruits sont sains ou malades. Les gens du village connaissaient Jorge comme quelqu'un sur qui on pouvait compter. Le genre d'homme qui réparait les vieilles voitures pour ses voisins et prêtait des outils sans rien attendre en retour. Jorge avait gardé une habitude de son enfance. Il aimait travailler pieds nus. Il a dit que cela l'aidait à mieux sentir le sol et à se déplacer plus rapidement lorsqu'il devait grimper sur les branches inférieures des arbres. L'après-midi était très chaud et l'air semblait lourd. Le soleil brûlait si fort sur les feuilles que rien ne semblait bouger. Ce bosquet appartenait à la même famille depuis de nombreuses années. En ce jour spécial, la routine de travail habituelle devait être interrompue par quelque chose qui, en un instant, changeait tout. Jorge travaillait avec 2 voisins, Raoul et Matteo. Ils cueillaient des citrons verts du côté isolé du bosquet, où les ouvriers avaient empilé un tas de branches coupées après le dernier nettoyage. Les 3 hommes plaisantèrent sur la chaleur tout en se déplaçant entre les branches basses et en mettant des paquets de citrons verts dans des sacs. Borge portait son large chapeau incliné vers l'arrière sur sa tête et une vieille chemise décolorée. Il attrapa une branche basse et déplaça son poids pour rapprocher les fruits de lui.
Le sol du bosquet était fait de terre dure, recouverte de feuilles coupées et de fines racines. Le tas de branches coupées offrait de l'ombre fraîche aux souris, rats et petits reptiles. Au bord du bosquet poussait une parcelle de plantes d'un sauvage et les cimes des arbres bas projetaient de longues ombres qui se déplaçaient sur le sol. Il faisait très calme, de sorte que de petits bruits comme des fruits tombant ou des vêtements frottant contre l'écorce des arbres pouvaient être facilement entendus. Les hommes étaient concentrés sur leur travail et leur conversation et ne prêtaient pas attention aux dangers possibles autour d'eux. Un type de serpent venimeux appelé Terciopelo, connu localement sous le nom de Nauyaka, vit en Amérique centrale. Ces serpents ont un corps épais et mesurent généralement entre 0,9 et 1,5 mètres de long. Ils possèdent un venin très dangereux qui détruit la peau et les muscles, provoque des saignements importants au site de la morsure et peut affecter la coagulation du sang ainsi que la pression artérielle dans tout le corps. Ces serpents sont parfaitement adaptés aux feuilles tombées et restent souvent complètement immobiles jusqu'à ce que quelqu'un s'approche d'eux. Lorsqu'ils mordent quelqu'un, cela provoque généralement des douleurs extrêmes et la zone touchée gonfle très rapidement. Ce matin-là, les voisins avaient parlé du fait qu'il y avait plus de serpents visibles depuis les dernières pluies. La femme de George lui avait dit de porter des bottes lorsqu'il nettoyait les broussailles et les déchets. Le tas de branches coupées sur lequel il travaillait était un tas provisoire de résidus de coupe, exactement le genre d'endroit où les serpents aiment se cacher. Raoul a dit plus tard qu'il avait averti George d'être prudent, mais George a écarté leurs inquiétudes et a déclaré qu'il travaillerait rapidement. Lorsque George a changé de position, l'attaque du serpent s'est produite instantanément. Le fer de lance a jailli des feuilles et a mordu la peau juste au-dessus de sa cheville. Raoul et Matteo ont entendu Jorge pousser un cri bref et aigu de douleur et l'ont vu retirer son pied et saisir la blessure. Avant que les autres hommes ne puissent réagir, le serpent l'a mordu une deuxième fois. Du sang sombre a coulé sur le sol où son pied s'était trouvé. La douleur a immédiatement frappé Jorge et était très forte. Il s'est penché en avant et a laissé tomber les fruits qu'il tenait dans sa main. En quelques minutes, son tibia a commencé à enfler et la peau semblait meurtrie et décolorée. Il a commencé à vomir, à transpirer abondamment et son visage est devenu très pâle. Paul attacha rapidement un morceau de tissu au-dessus des morsures et ils immobilisèrent la jambe de Jorge avec une attelle faite d'un manche à balai. Un voisin apporta une petite charrette en bois et ils y placèrent Jorge. Ensuite, ils poussèrent la charrette vers le chemin de gravier qui retournait au village. Le trajet jusqu'à la clinique a été chaotique et lent. La poussière recouvrait la peau humide de Jorge et il était confus, ne parlant que par mots hachés et tombant sans cesse dans l'inconscience. Dans la petite clinique du village, une infirmière a examiné sa jambe enflée et a remarqué que son pouls était faible et sa pression artérielle basse. La clinique avait des fournitures médicales de base, mais pas d'antidote, le médicament spécial nécessaire pour traiter les morsures de serpents. Le personnel a utilisé leur radio pour demander de l'aide au centre de santé régional. Mais le prochain stock d'antidotes et une ambulance correctement équipée étaient à des heures de distance. L'état de Jorge s'est aggravé. Il devenait de plus en plus désorienté et sa respiration s'est faite superficielle. Le personnel médical ne pouvait plus l'aider. Le soir, Jorge était décédé à la clinique malgré tous les efforts pour arrêter l'hémorragie et l'aider à respirer. Raoul a dit qu'ils avaient essayé de tuer le serpent mais qu'il avait disparu dans les fourrés épais. Le téléphone à clapet de Jorge et son carnet de travail ont été retrouvés et rendus à sa famille, bien qu'ils soient tachés. Dans les semaines qui ont suivi, un vétérinaire itinérant est venu au village. Il a apporté une petite réserve d'antidotes et a formé quelques locaux aux mesures d'urgence de base. Il leur montra comment fabriquer des rails à partir de matériaux disponibles, comment appliquer des bandages compressifs et expliqua quand utiliser un garrot et quand ne pas le faire. Les villageois ont déblayé les broussailles et ont clairement marqué la zone. Ils ont érigé un simple poteau à l'endroit où Jorge avait été mordu. Une femme a commencé à porter son chapeau à large bord pendant la saison des récoltes, un signe visible de son absence. Les citronniers continuaient à porter leurs fruits et à partir de ce moment, chaque saison des récoltes débutait par un bref rappel sérieux à tous les travailleurs d'être prudents et de veiller à leur sécurité. La mort de George a été un signal d'alarme pour tout son village, une preuve que le danger pouvait frapper même aux endroits les plus familiers. Mais de tels risques ne se limitent pas uniquement aux fermes ou aux vergers poussiéreux. Dans de nombreuses régions du monde, les rivières, lacs et lieux de baignade cachent leurs propres menaces invisibles juste sous la surface. C'était le 2 mai 2018, quand l'air au-dessus du Cross River était lourd et immobile.
Mina Balogun avait 19 ans et était rentrée de l'université une semaine plus tôt. Passait la plupart des après-midi au bord de la rivière. Les gens connaissaient Mina pour sa personnalité vive. Elle emmenait souvent ses cousins nager, même si les villageois plus âgés l'avertissaient que les serpents étaient le plus actifs pendant la saison sèche. Mina ne prenait pas ces avertissements au sérieux. Elle croyait qu'il ne pouvait rien arriver de dangereux dans l'eau peu profonde. Ce jour-là, elle a convaincu 4 de ses cousins à aller nager avec elle. Ils ont laissé leurs sandales et leurs chemises sur les rochers avant d'aller dans l'eau fraîche. Mina avait l'intention de retourner à l'école bientôt. Elle a parlé de lancer un petit projet communautaire à son retour. Quelque chose qui apprendrait aux jeunes enfants comment nager en toute sécurité. Elle avait toujours vu la rivière comme un lieu plein. L'après-midi était du genre où chaque son semblait porter loin. La surface de la rivière semblait calme et reflétait le ciel sans nuages. Mais les habitants disaient souvent que l'eau ne s'arrêtait jamais vraiment. Il y avait toujours quelque chose qui bougeait en dessous. La partie de la rivière qu'ils ont choisie était large et peu profonde, avec des rives boueuses, souvent utilisées par les pêcheurs. L'air était humide et les libellules volaient juste au-dessus de la surface de l'eau. Bien qu'il fasse jour, les plantes denses de l'autre rive projetaient eux de longues ombres sur les parties plus profondes de l'eau. Les pitons de roche africains sont les plus grands serpents du continent. Ils peuvent mesurer plus de 6 mètres de long. Ces serpents chassent en restant complètement immobiles jusqu'à ce qu'un animal s'approche suffisamment. Ensuite, ils mordent avec leurs puissantes mâchoires avant d'enrouler leur corps autour de la proie et de la presser jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Bien que les attaques sur les humains soient de rares, il est connu que ces serpents attrapent et mangent des chèvres, des chiens et même de grands animaux comme les antilopes. Pendant la saison sèche, ils chassent souvent près des points d'eau qui deviennent plus petits car c'est là que les animaux viennent de boire. Plus tôt cette semaine, un vieux pêcheur avait averti l'oncle de Mina qu'il avait vu un très grand python se prélasser au soleil sur une branche à proximité. Les enfants avaient été avertis de ne pas nager jusqu'à ce que la pluie arrive et fasse monter le niveau de l'eau. Mais Mina insistait sur le fait que le méandre peu profond où il nageait était sûr. Mina avait été dans l'eau pendant presque 1 heure, jouant et flottant sur le dos, lorsqu'un de ses cousins a vu quelque chose de long et sombre s'approcher d'elle. Au début, il pensait que c'était juste une branche d'arbre flottant dans le courant. Mais lorsque la forme s'est incurvée et a glissé silencieusement à la surface de l'eau, la peur s'est répandue parmi le groupe d'enfants. La silhouette avançait rapidement, révélant le corps tacheté d'un python géant. Le serpent a attaqué avec une rapidité choquante. Ses mâchoires se sont fermées fermement sur le côté de Mina avant que son corps ne s'enroule autour d'elle. Leurs cousins ont crié alors que les anneaux du serpent se resserraient, lui coupant le souffle. L'eau est devenue soudainement agitée lorsque Mina a lutté contre le serpent, puis tout est redevenu calme lorsque le python l'a entraîné vers les eaux plus profondes. Les enfants ont couru aussi vite qu'ils pouvaient vers le village, criant à l'aide. Il a fallu plusieurs minutes aux hommes pour attraper leurs longs couteaux et courir vers la rivière. Quand ils atteignirent le coude de la rivière, le serpent bougeait encore dans l'eau et avait tiré Mina plus bas. Les hommes entrèrent dans l'eau et poignardèrent le python à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils la lâchent finalement. Lorsqu'ils ont tiré Mina sur la rive boueuse de la rivière, il était clair qu'elle était sous l'eau depuis plusieurs minutes. Sa peau était froide et pâle et ses lèvres avaient une couleur bleu foncé. Les villageois ont essayé de presser sa poitrine et de souffler de l'air dans sa bouche, tandis que d'autres restaient silencieux et choqués à côté. Quand ils ont appuyé sur sa poitrine, de l'eau est sortie de sa bouche et de son nez, se mélangeant à la boue sous sa tête. Quelqu'un a filmé la scène désespérée avec un téléphone. Le bruit des cris et de l'eau ruisselante s'est mélangé au son des longs couteaux frappant le corps du serpent. Leurs efforts ont duré plusieurs minutes, mais il n'y avait aucun signe qu'elle respirait. Le corps de Mina a été posé sur un tapis près de l'eau, tandis que les villageois se rassemblaient en silence. Pendant des semaines, le méandre de la rivière est resté vide. Les pêcheurs ont refusé d'y jeter leurs filets, qualifiant l'endroit de maudit. Les villageois ont réalisé que même les lieux familiers peuvent cacher des dangers inattendus, surtout à des moments où les animaux sauvages, en quête d'eau et de nourriture, s'approchent des habitations humaines. Le rêve de Nina d'apprendre aux enfants à nager en toute sécurité a pris un nouveau sens lorsque la communauté a travaillé ensemble pour empêcher de futures tragédies similaires. Alors que certains dangers se cachent dans la nature sauvage, d'autres se trouvent dans des endroits contrôlés par l'homme. Même avec de l'expérience, sous-estimer la vitesse, la force ou le venin d'un animal peut transformer une journée ordinaire en une journée fatale. C'était le 10 juin 2013 à Sweetwater, Texas.
le parc d'exposition était extrêmement chaud sous le ciel clair. La chaleur montait des bâches et des tribunes métalliques, transformant une démonstration de routine en une journée où de petites erreurs pouvaient avoir de graves conséquences. Samuel Sammy Price avait 38 ans et travaillait depuis son enfance comme charmeur de serpents bénévole au spectacle annuel de serpents à sonnette. Il effectuait des travaux de réparation en ville et venait chaque année travailler avec les serpents pour les visiteurs. Les gens le respectaient parce qu'il était prudent et avait de nombreuses années d'expérience pratique. Il formait de nouveaux volontaires et préférait leur montrer directement et concrètement comment s'occuper des animaux plutôt que d'en parler seulement. Il était convaincu que l'expérience pouvait aider à réduire les dangers. Les locaux faisaient confiance à Sammy, car il travaillait rarement dans la précipitation et corrigeait la mauvaise technique sans en faire tout un plat. Cette année, le festival a attiré plus de visiteurs que d'habitude, et les organisateurs ont resserré le programme. Sammy avait passé toute la matinée à aller et venir entre les fosses aux serpents, répondant aux questions des visiteurs et passant beaucoup de temps au soleil. Il avait renoncé à un vrai petit déjeuner pour que les démonstrations se déroulent sans accroc et se sentait étourdi. Il pensait que c'était dû seulement à la chaleur et à sa fatigue. Ses collègues lui ont dit de se reposer et de boire de l'eau, et il a hoché la tête en signe d'approbation, mais a continué à travailler. Lorsque quelqu'un lui a demandé de faire une autre démonstration en direct dans l'après-midi, il a dit oui, car il le considérait comme faisant partie de ses responsabilités. Le journal a utilisé des fosses peu profondes pour présenter les serpents. Ces fosses est entourée de barrières provisoires, avec une plateforme surélevée pour l'annonceur et des chaises pliantes pour que les gens puissent s'asseoir et regarder. L'odeur de la nourriture frite et des gaz d'échappement se mélangeait à la poussière dans l'air. Il y avait des toiles d'ombrage et des réservoirs d'eau près des fosses, mais le site était étroit et laissait les bénévoles sous le soleil. Les spectateurs s'appuyaient contre la clôture et tenaient leurs téléphones en l'air pour capturer chaque mouvement. La structure était conçue de manière à ce que tout le monde puisse bien voir, mais cela laissait moins d'espace aux soigneurs pour se déplacer. Et il y avait peu de possibilités pour les humains et les animaux de se rafraîchir. Les crotales diamants de l'Ouest sont des serpents venimeux robustes qui mesurent généralement entre 1,20 m et 1,50 m. Leur venin provoque des lésions tissulaires et des saignements et peut entraîner un choc généralisé à forte dose. Les grands serpents adultes peuvent attaquer avec une portée surprenante. Sous le stress, un serpent peut se tortiller de manière inattendue, changeant ainsi la prise du manipulateur et exposant la peau non protégée. Même des gardiens d'animaux expérimentés peuvent se faire mordre si un serpent est déjà agité ou si la chaleur et les manipulations répétées augmentent de son niveau de stress. Plus tôt dans la journée, les organisateurs avaient averti les bénévoles de se relayer et de limiter la manipulation intense des serpents pendant les heures les plus chaudes. Un petit accident lors d'une démonstration matinale les avait incités à rappeler à tous de faire des pauses et de boire de l'eau. Du personnel médical était sur place avec des perfusions et de l'antivenin. Sammy a écouté les instructions et les a acceptées, mais la foule et le calendrier serré l'ont ramené au travail. Il a reçu un grand crotal diamantin occidental d'un collègue et est descendu dans la fosse avec un gant en cuir et un bâton pour serpent. Il a soulevé le serpent avec un mouvement expérimenté. Un instant, la foule s'est détendue car la présence calme de Sammy a rassuré les spectateurs. Puis le corps du serpent se tordit sous le stress et se retourna brusquement. Elle jaillit en avant et ses crocs venimeux pénétrèrent dans le tissu mou près du coude de Sammy. Une douleur aiguë traversa son bras. Il fit signe que ça allait, mais son visage devint rouge et de la sueur perla sur son front. Il a continué à parler à la foule pendant plusieurs minutes, mais sa respiration est devenue superficielle et il a demandé une chaise. La zone de morsure a rapidement enflé et une décoloration est apparue, se propageant le long de l'avant-bras. En quelques minutes, le gonflement avait dépassé son coude et se dirigeait vers l'épaule tandis que la peau devenait sombre et que des ecchymoses irrégulières apparaissaient alors que le tissu continuait de s'endommager. Lorsqu'il est devenu évident qu'il ne pouvait plus se tenir debout, les bénévoles l'ont emmené à la tente de premier secours. Les secouristes ont exercé une pression pour ralentir la propagation du poison, ont installé des perfusions et administré les premières doses d'antidote. Son souffle est devenu de plus en plus faible, sa peau froide est marbrée d'ecchymoses. Malgré une intervention rapide, sa pression artérielle s'est effondrée et son pouls est devenu faible. Des témoins se sont souvenus plus tard des tentatives désespérées pour le maintenir conscient alors que les ambulanciers demandaient un hélicoptère de sauvetage qui n'est cependant pas arrivé à temps. Des amis et d'autres dresseurs de serpents ont organisé des séances de formation après l'incident.
Ils ont invité des secouristes régionaux pour revoir les procédures dites d'urgence et s'entraîner aux exercices. Un parent plus jeune de Samy a commencé à aider dans les mines et a appris à accorder plus d'importance aux pauses et à une hydratation suffisante qu'à une bonne performance. Le conseil d'administration du festival a documenté l'incident et a élaboré une liste de contrôles pour les spectacles. Temps d'action maximum, pauses obligatoires et plan d'évacuation rapide jusqu'au prochain point d'accès pour une ambulance. Merci d'avoir regardé. Quand vous êtes prêts, la prochaine histoire vous attend déjà sur l'écran de fin. Une autre rencontre avec l'inattendu à Animal Quest.